Aujourd'hui, à Hockey le Magazine, le doc Sylvain Guimond nous parle de la psychologie chez nos jeunes hockeyeurs québécois. Éric Gélinas s'est entretenu avec notre collègue et collaborateur Raphaël Doucet. Mais dans quelques instants, un bref historique d'une pièce d'équipement très importante, le bâton de hockey avec la compagnie Easton. Tout ça et encore plus aujourd'hui à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. L'histoire de Easton Hockey a commencé en 81. C'est un ingénieur qui s'appelait Gary Felici, un grand amateur de hockey en Californie. Et il est allé voir le président de Easton, dans le temps, puis pour lui dire qu'on peut faire des bâtons en aluminium pour le hockey. Dans ce temps-là, la compagnie faisait des bâtons de baseball. Fait qu'ils disaient, on est deux compagnies de baseball, fait pourquoi on rentre dans le hockey? Fait qu'ils ont expliqué un peu les bénéfices un peu d'avoir un manche en aluminium. Et c'est comme ça qu'ils ont développé des bâtons en aluminium avec une légèreté accrue, tous les bénéfices d'un shaft d'aluminium. Les bâtons, jusqu'à 1980, la plupart étaient faits tout en bois. Le bâton complet était fait de laminage de bâtons de différents types de bois. C'est ça qu'en 1981, quand Easton a introduit les bâtons en aluminium, où le manche était fait en aluminium ici et la lame était collée après dessus. C'est là que la révolution dans le hockey a commencé. With the game's best young players using their products, Easton is quickly becoming the hottest name in hockey. The biggest reason that I made the change with the aluminum hockey stick was about half the weight, so I looked for every advantage I could get. Et depuis ce temps-là, la marque Easton est vraiment devenue une des marques les plus populaires dans la Ligue nationale. Easton avait la philosophie de créer les meilleurs produits pour la performance des joueurs et avec l'évolution des matériaux, c'est comme ça que l'introduction de la fibre de carbone a commencé. C'est dans les années 2000 avec l'introduction de la ligne Synergie et avec l'avantage du poids, la rigidité, c'est là vraiment que les bâtons en carbone étaient vraiment rendus le standard dans la Ligue nationale. Une des caractéristiques qui définit Easton, c'est vraiment, il y a trois aspects qu'on essaie d'avoir un équilibre. La légèreté, la performance, puis la durabilité. La légèreté, évidemment, on veut avoir le bâton le plus léger possible, mais en même temps, il faut avoir une bonne sensation de la rondelle sur la glace. Pour la performance, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure construction possible, en plus de la légèreté, pour amener la meilleure rigidité à travers le bâton, du manche à la lame, pour que le retour de force se fasse au maximum à la rondelle. Il faut avoir aussi une très bonne durabilité. Donc, avec Easton, on a des protocoles de tests qui fait qu'on fait des tests d'impact, des tests de flexion, parce que les joueurs de la Ligue nationale sont de plus en plus forts. On voit souvent dans la Ligue nationale que les bâtons cassent quand que le joueur se met à frapper. Ça, c'est dû au fait que quand que le joueur joue, souvent, il reçoit des coups de bâton sur le bâton, ce qui fait que ça casse les fibres. Et quand que le joueur fait un lancer, c'est là que le bâton se casse. Mais en général, si on joue de façon normale, un bâton de fibre de carbone va être aussi solide qu'un bâton en aluminium ou n'importe quel autre bâton. Un des désavantages du bâton de bois, c'était qu'à force de prendre des lancers, les fibres à l'intérieur cassaient et le bâton devenait de plus en plus mou. Donc, l'avantage aussi de l'aluminium qui ne cassait pas et maintenant la rigidité du bâton en fibre de carbone. On a des robots qui testent la performance des tirs. On peut tester tous les types de tirs, les lancers frappés, les tirs du poignet. On peut calculer la vitesse à laquelle la rondelle se fait lancer du robot, ce qui nous permet de savoir comment le maximum de force qu'on peut retirer du bâton. Ensuite, on a des protocoles de testing pour la flexion, où le bâton est plié à son maximum. Ensuite, on a des protocoles de durabilité où le bâton se fait frapper partout pour voir les points faibles. Ensuite, une fois que c'est passé à travers ça, on a une équipe aussi de field testing. On travaille avec les joueurs de la Ligue nationale. Eux autres, ils vont souvent nous ramener des commentaires de qu'est-ce qu'ils pensent du bâton.
Puis à partir de là, les ingénieurs vont s'adapter. Souvent, on a des joueurs qui viennent à l'usine pour voir un peu la production. Surtout que chaque joueur a vraiment sa courbe de la lame à lui. Fait que vraiment, les joueurs de la Ligue nationale viennent nous voir pour faire des bâtons sur mesure pour répondre à leurs tiers. Chez Easton, évidemment, en plus d'offrir tous les types de grandeur et de flex, on a 2 familles distinctes de bâtons. On a comme celle-ci, qui est la nouvelle génération, qui est un profilage fuselé, et où on a des renforts dans les coins qui permet vraiment d'avoir une mémoire dans le bâton. Ce qui fait que le bâton vraiment cherche à revenir le plus rapidement possible en sa position originale quand on fait un lancer pour ramener la force à la rondelle pour qu'elle aille dans le but. On a une deuxième famille distincte. Celle-ci, on a un manche elliptique dans le bas du bâton, ce que ça passe d'une forme rectangulaire à une forme elliptique jusqu'à la lame, ce qui permet de vraiment avoir un contrôle torsionnel dans le bas du bâton, ce qui permet vraiment des décoches ultra rapides quand on fait des lancers du poignet. Pour les joueurs mineurs, ça peut être difficile un peu de choisir le bon bâton pour soi en partant. L'important, c'est vraiment de choisir la bonne grandeur et le bon flex. La règle de base, c'est un peu de choisir le flex qui est égal à la moitié de son poids. Donc, exemple, si l'enfant pèse 100 livres, ce serait un flex de 50 environ. Mais ça dépend toujours un peu du joueur. Si le joueur est un peu plus puissant, il peut augmenter de flex, qui va augmenter la puissance de son tir. Ensuite, les autres choix qu'on peut faire, c'est vraiment le choix de la type de lame. Il y a des lames avec une courbe plus prononcée vers le bas, plus prononcée par ici. Et ça, c'est vraiment de l'essai et de l'erreur avec le temps, de savoir quelle courbe nous convient vraiment. Cette semaine, à la question quiz, nous vous demandons quelle région du Québec organise le plus grand nombre de tournois de hockey mineur annuellement? A. Québec. B. Montréal. Ou C. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La réponse, après la pause. La réponse A. En effet, la région de la capitale nationale accueille près de 250 tournois par année selon le site spécialisé Trouve une glace, ce qui lui permet facilement de devancer la deuxième région en importance, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Choix de deuxième tour des Devils en 2009, le colosse défenseur Éric Gélina a remporté la Coupe Memorial en 2011 avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Il a bien voulu nous parler de son parcours au hockey mineur pour notre segment du Québec à la LNH. Depuis 10 ans, Hockey le Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. J'ai commencé à jouer au hockey. Je suis natif de Vanier à Ottawa, pas loin d'Ottawa, puis j'ai commencé mon hockey mineur là-bas. Puis à l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai déménagé à Saint-Roch-sur-Saulieu, puis c'est là que j'ai continué mon hockey mineur avec le hockey mineur de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai commencé, j'étais joueur d'avant, j'ai été centre pendant longtemps, justement. Ça a été une histoire un petit peu spéciale. Justement, ma première année Bantam, l'année qu'on était à la Coupe Dodge, c'était ma première année comme défenseur parce que fallait que je change de position, sinon je faisais pas l'équipe puis je m'en allais Bantama. Puis dans ma tête, c'était hors de question de jouer Bantama, fait que j'ai fait le changement, puis depuis ce temps-là, j'ai resté défenseur. Je me suis adapté à cette position-là, puis je pense que je me suis développé comme joueur. Je pense que j'amène une touche un petit peu offensive à cause que j'ai été un joueur d'avant, comme défenseur, fait que c'est un autre point de vue. Parle-moi un peu de ton plus beau souvenir au hockey mineur. Y en a-tu un qui te vient en tête tout de suite? Ma plus belle année de hockey mineur, ça aurait été... je ne me rappelle plus si c'est ma première année ou deuxième année, mais Bantam, on s'est rendu à la finale de la Coupe Dodge. C'est sûr que c'est gros, c'est un gros trophée pour le hockey mineur. On avait perdu, je pense que c'était Bantam 2B ma première année, puis on avait perdu en finale de la Coupe Dodge. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? J'ai tellement eu beaucoup d'entraîneurs qu'il n'y en a pas vraiment un. Je te dirais qu'il y en a un qui revient plus souvent, Jean-Sébastien Perron. C'était un de mes coachs pendant longtemps aussi au 3 d'été. Fait que s'il y en a un que j'ai eu plus souvent que les autres, ce serait ça, monsieur-là. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés?
Mes idoles de jeunesse, je pense pas qu'ils sont reliés au hockey. Je pense que j'ai toujours suivi les traces de mon grand frère, puis j'ai toujours voulu faire comme lui. Puis on a pris deux chemins différents, mais on s'est rendu loin dans nos propres sports. Puis c'est lui que j'ai suivi toute ma vie. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Là? De pas juste se concentrer au hockey, puis de faire d'autres sports, de s'amuser, puis d'avoir du fun. Je pense que c'est ça le gros dans toute l'affaire du hockey. Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie sportive depuis plus de 20 ans. Bonjour Sylvain, ça va bien? Très bien, Marie-Christine, et toi? Oui, ça va bien, merci. Sylvain, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Vous êtes conférencier, vous avez écrit 2 livres. Est-ce que vous êtes toujours consultant? Oui, mais je fais toujours de la consultation en psychologie avec les athlètes, avec différents athlètes, mais aussi j'ai une entreprise qui s'appelle Biotonix, qui se spécialise au niveau de la biomécanique, puis je fais le côté de la psychologie, bien sûr. Là. Ça reste ma passion. On voulait vous rencontrer, l'équipe de Hockey, le magazine, pour parler de la psychologie des joueurs. Vous avez écrit le livre « Le hockey, c'est dans la tête ». Et puis, il y a un phénomène dont on entend vraiment beaucoup parler au Québec, c'est les fameux parents qui mettent beaucoup de pression sur leur enfant afin qu'il évolue un jour dans la Ligue nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est un phénomène qu'on exagère ou il existe vraiment beaucoup de parents comme ça dans les estrades? C'est pas un phénomène qui est exagéré, ça existe beaucoup, malheureusement. Et pourtant, il y a très peu de jeunes qui se rendront jusqu'à la Ligue nationale. Puis le but là-dedans, c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent évoluer puis avoir du plaisir dans ce sport-là, mais continuer toute leur vie. La plus belle réussite dans le monde du sport, c'est quelqu'un qui aurait joué peut-être dans la Ligue nationale. Et à la fin de sa carrière, il continue à jouer pour le plaisir parce qu'il aimait ça. Un peu comme Guy Lafleur, ces gens-là qui ont été passionnés, qui même au moment de leur retraite, bien, ils ont continué à jouer pour le plaisir. La plus grande échec, c'est ceux qui ont fait la Ligue nationale, puis lorsqu'ils ont terminé, bien, ils en ont eu assez, puis ils n'ont plus jamais remis les patins par la suite. Ça, c'est triste. Et puis, selon vous, d'abord, un climat idéal, parfait, là. Disons, un jeune qui évolue de 5 à 15 ans au hockey, pour qu'il ait du plaisir, ce serait quoi un climat idéal dans sa famille? Mais dans sa famille, c'est de s'assurer qu'il y a toujours du plaisir. On s'assure que lorsqu'il se lève, il a hâte d'aller à son match. Il en parle quand il est heureux à la fin de son match, que ça ait bien été ou mal été, il reste quand même disponible, il est heureux, puis il va en discuter avec ses parents. Puis les parents doivent permettre ce genre d'échange-là. Mais quand notre jeune garçon a plus de plaisir à se rendre à l'aréna parce que justement on a mis trop de pression sur lui, c'est à ce moment-là qu'on doit se questionner comme adulte. Est-ce qu'on ne prend pas trop de place pour lui? Et ça demeure encore là un amusement. C'est un sport pour se développer nos caractéristiques qu'on a individuellement à chacun, mais surtout s'assurer que le plaisir reste la principale source de la raison pourquoi on veut jouer au hockey. Puis quand le jeune va manifester un désintérêt envers le sport, est-ce qu'on le sort du sport ou est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Respecter le jeune? Ah non, il faut se questionner soi-même comme adulte. Il faut se questionner, parce que ça se peut qu'il y ait des adultes qui ne s'en rendent pas compte. Il y a de fortes chances qu'on est pris dans ce monde-là. Le hockey, on est né avec ça, c'est notre sport national, puis trop souvent, on est impliqué de façon émotive. Et quand c'est notre garçon ou notre jeune fille qui joue au hockey, on ne les voit pas comme ils le sont. On les voit différemment. On voudrait tellement qu'ils performent tellement bien, puis autant du côté du hockey compétitif que du côté récréatif. Et quand on voit un désintéressement, c'est rarement à cause du jeune. C'est souvent à cause de la pression qui a été mise autour. Soit des instructeurs, parce que le sport en tant que tel, quand c'est sain, ça demeure plaisant. C'est très rare un jeune qui ne va pas aimer le sport pour le sport tant qu'il s'amuse. S'il ne s'amuse plus, il y a des raisons à ce qu'il ne s'amuse plus. Est-ce que c'est lui qui se met trop de pression lui-même ou est-ce que la pression vient de trop forte de l'extérieur? Si c'est l'extérieur, c'est les parents qui doivent changer leur comportement. Mais trop souvent, ils n'en sont pas conscients. Donc, d'en prendre conscience, de faire attention, bien, c'est la première règle de base. Pas nécessairement d'enlever le jeune du sport, parce que c'est pas lui qui mérite ça. Juste de soi, s'enlever du sport, peut-être. Que les parents se retirent un peu puis laissent un peu plus d'espace à leur enfant. Si je vous dessine un nouveau scénario maintenant qui est assez populaire ici, un jeune de 15 ans là, qui réalise que l'objectif de sa vie, c'est de devenir un joueur dans la LNH. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure et on le sait très bien, il y a peu d'élus. Oui. Mais le jeune qui décide à ce moment-là de devenir un grand joueur professionnel peut se mettre énormément de pression, oui. de stress lui-même. Avez-vous des trucs à lui donner pour pas qu'il nuise lui-même à son objectif mentalement? La première chose, c'est lorsqu'on a cet objectif-là, moi, en tant que parent, en tant qu'intervenant, je ne peux pas défaire ce rêve-là.
Donc, je ne peux pas lui dire non, non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, parce que qui suis-je pour être capable de juger ça? Maintenant, c'est de faire en sorte que lorsqu'il le fait pour les bonnes raisons. Il veut atteindre la Ligue nationale parce que c'est son rêve, c'est sa passion, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais ce qui reste important, c'est que pendant tout le processus, qu'il reste heureux, qu'il soit bien. Au moment où ça devient trop stressant, parce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, ils vont subir vraiment beaucoup d'angoisse et d'anxiété. D'anxiété d'anticipation, de l'angoisse parce que là, c'est comme si l'objectif, s'il ne l'atteignait pas, c'était la fin du monde. Une blessure arrive. Une blessure, il y a tellement... Exactement, il y a tellement d'impondérables à ça que je ne peux pas me dire que c'est exactement ce qui va arriver. Par contre, c'est pas vrai que de viser ça, c'est pas bon. C'est bon pour un jeune de viser haut, puis c'est très bien. La seule chose, c'est que ça se peut que pendant mon parcours, je n'atteigne pas la Ligue nationale, mais je vais peut-être atteindre la Ligue junior majeure du Québec, ce qui va me donner une très belle opportunité pendant 4 ans de développer qui je suis, de vivre une partie de ma passion, puis je pourrais prendre ce bagage-là d'apprentissage, l'amener ailleurs. C'est peut-être que j'irai jouer en Europe, c'est peut-être... Il y a 10 000 façons de rester dans le hockey sans que ce soit la Ligue nationale. Mais c'est correct de viser la Ligue nationale, puis un jour ou l'autre, de toute façon... Lorsque le moment sera venu, le jeune va vraiment apprendre que, malheureusement, il y a certains points qui ont fait en sorte qu'il n'a pas été capable de l'atteindre. Mais tant son temps qu'il a eu du plaisir à le faire, tant son temps qu'il s'est développé, il va prendre ce bagage-là puis il va être capable de le transposer à autre chose. C'est ça l'objectif. Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. Cette semaine, on vous présente Mathieu Bouliane qui évolue avec le Midget Espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mathieu, à 14 ans, tu es l'un des plus jeunes de ton équipe. Peux-tu nous raconter comment tu as fait pour te rendre jusque-là à un si jeune âge? Oui, bien, le boss du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il aimait beaucoup mon jeu, puis il a décidé de me classer pour aller jouer dans une catégorie plus forte. Puis je suis supposé d'être bantam de la deuxième année, puis il a décidé de me classer parce que il aimait mes skills et tout. Parce que tu étais bon, on va se le dire. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on se trouve à la Coupe Québec, Mathieu, et tu as été sélectionné parmi tous les joueurs midget du Québec. Tu es ici, donc ça veut dire que tu es un des joueurs étoiles du Québec. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est un peu flatteur d'être ici pour toi? Oui, bien, je suis très fier d'être ici. J'ai démontré cette saison pour être choisi ici, puis je suis très fier pour la sélection. Est-ce que c'est stressant aussi d'assister à un premier match de la Coupe Québec pour représenter le midget? Non, c'est pas stressant, non. Je vais faire ma game et tout, puis ça va bien aller après ça. Ça va bien aller, comme tu dis. Mathieu, peux-tu nous raconter un peu ton histoire? Comment tu as commencé à jouer au hockey? Depuis quel âge et pourquoi? Bien, moi, j'ai commencé à l'âge de 3 ans à patiner. À 4 ans, j'ai joué au hockey MAG. Puis ensuite, les novices, Atome, puis oui. J'ai commencé dans une patinoire en arrière de chez nous. Mon père m'avait fait une patinoire. Je chutais des rondelles partout, puis j'aimais ça, là. Puis tu n'as jamais arrêté, visiblement? Non, j'ai jamais arrêté. Est-ce que écouter le hockey à la télévision, c'est quelque chose que tu aimes faire aussi? Oui, tous les soirs, je regarde toutes les équipes de la nationale. J'aime ça. J'en mange du hockey à chaque soir, puis je suis pas capable de pas penser à ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent dans la Ligue nationale, de qui tu veux essayer d'aller chercher des trucs? Oui, Jonathan Taze, j'aime son leadership dans la chambre, ainsi sur la glace. Puis il amène beaucoup d'offensives sur la glace, beaucoup de skills. C'est un bon patineur, puis j'aimerais ça être comme lui. Puis chez le Canadien, est-ce qu'il y en a également? Oui, puis Chris Subban, je l'aime par ses skills. C'est un leader aussi dans la chambre. Il parle beaucoup, il se lève. Ça a de l'asse aussi. Mathieu, tu fais partie du sport-études, Midget Espoir. Et ça demande de gros sacrifices parce que tu vas à l'école le matin et tous les après-midi de la semaine, tu es en sport-études. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est difficile de jumeler école et sport? Oui, c'est sûr, c'est difficile. L'après-midi, tu es en sport. C'est sûr que le soir, il faut t'étudier pour tes examens à l'école puis tout. Puis tu as 1 heure de moins que les autres à l'école. Il faut que tu travailles 2 fois plus fort que les autres. Puis il faut que tu étudies tout le temps. Est-ce que vous avez aussi une moyenne générale à respecter pour rester éligible? C'est 70 pour passer en sport-études. Si en bas, tu as des récupérations à faire, puis tu peux aller à ton sport l'après-midi. Donc, ça demande une bonne organisation. Oui, c'est ça. Selon toi, quel est le principal défi là, pour atteindre ton objectif de devenir peut-être un joueur dans la Ligue nationale ou même en Europe? Est-ce que c'est plutôt mental ou physique ou un bon mélange des deux? Un bon mélange des deux. Il faudra que je me force l'entraînement l'été puis tout. Faire des camps de hockey pour m'améliorer plus, puis on verra ce qui arrivera après ça. Bien, on te souhaite la meilleure des chances et puis surtout, pour aujourd'hui, on te souhaite bonne chance à la Coupe Québec. Merci beaucoup, Mathieu.
à glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. De retour avec nous cette semaine à Sur la glace. Mathieu Gravel, tu veux nous parler cette semaine de technique de passe. Oui, on va faire 2 exercices avec une progression où est-ce qu'on va vraiment travailler les techniques de passe à plusieurs autour d'un cercle. Parfait, on regarde ça à l'instant. OK, premier exercice de passe. Tout ce qu'on va faire, on va être autour du cercle, on va s'échanger la rondelle. Qu'est-ce que je vous demande, passeur, c'est vraiment d'avoir la rondelle en arrière, balayer notre rondelle, pointer notre cible, que ce soit du coup droit, du revers, ou on peut essayer aussi des passes soulevées, tout dépendant du niveau où est-ce qu'on est rendu. Par la suite, celui qui reçoit les rondelles, moi, je veux que tout le monde, on soit 3 points d'appui. Pied largeur des hanches, bâton en avant, prêt à recevoir. Quand on reçoit la rondelle, on amortit la rondelle. On commence. Façon aléatoire. On bouge notre rondelle. On peut travailler sur notre exécution, essayer d'aller un peu plus rapidement. On peut travailler aussi avec des passes sur notre revers. Pointe notre cible, toujours les passes soulevées. Maintenant, comme deuxième volet, on rajoute un joueur défensif dans le milieu qui essaie de couper les lignes de passe. Alors, nous autres, c'est d'avoir la tête haute, prendre notre information, trouver les bonnes lignes de passe pour s'échanger la rondelle. Si le joueur défensif récupère la rondelle, on change avec lui. Est-ce que c'est bon? On passe ça. Oh, mauvaise passe ici, on va changer. On va changer de joueur. Mauvaise passe ou mauvaise réception. On peut travailler avec les passes soulevées aussi. Ah, mauvaise passe, on change. On est prêt? Oh, on change. On essaie de garder la puck le moins longtemps possible sur notre palette. Là, c'est le joueur défensif qui a de la misère, là. Mathieu, maintenant qu'on a vu les exercices, quels sont les points importants à retenir? Bien, on a 2 volets. On a le volet quand on donne la passe. Je pense que ce qui est important, c'est de balayer, pointer notre cible. Recevoir la passe, ça va être de dégager les coudes, ça va donner une option et d'absorber la rondelle. Ainsi que dans le deuxième volet de l'exercice, parce qu'on avait un joueur dans le milieu, mais c'est important de prendre une bonne information et de peut-être donner une fausse information aussi pour pouvoir donner une bonne passe. Merci beaucoup, Mathieu. À la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pour la dernière de la saison, on s'entretient avec le président nouvellement élu de Hockey Québec, Nicolas Mainville, et un jeune espoir qui fait déjà sa marque dans la Ligue nationale de hockey, Anthony Duclair. À la semaine prochaine. Hockey Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.